Nous allons à présent passer au chapitre 2, les concepts de Cyber Kill Chain. Le Cyber Kill Chain est un moyen efficace et efficient d'illustrer comment un adversaire peut attaquer l'organisation cible. Ce modèle aide les organisations à comprendre les différentes menaces possibles à chaque étape d'une attaque et les contre-mesures nécessaires pour se défendre contre de telles attaques. En outre, ce modèle fournit aux professionnels de la sécurité un aperçu clair de la stratégie d'attaque utilisée par l'adversaire afin que différents niveaux de contrôle de sécurité puissent être mis en œuvre pour protéger l'infrastructure informatique de l'organisation. Ce chapitre traite de la méthodologie Cyber Kill Chain, des tactiques, techniques et procédures courantes utilisées par les adversaires, de l'identification comportementale des adversaires et des indicateurs de compromission appelés Indicator of Compromise, IOC. La méthodologie Cyber Kill Chain est un composant de l'Intelligence Driven Defense, qui est une posture défensive basée sur le renseignement pour l'identification et la prévention des activités d'intrusion malveillantes. Cette méthodologie aide les professionnels de la sécurité à identifier les étapes que les adversaires doivent suivre pour atteindre leur objectif. Le Cyber Kill Chain est un framework ou un cadre développé pour sécuriser le cyberespace basé sur le concept de Military Kill Chain. Le Military Kill Chain est une chaîne de procédures militaires à suivre pour atteindre la cible. Cette méthode vise à améliorer activement la détection des intrusions et la réponse aux incidents. Le Cyber Kill Chain est équipé d'un mécanisme de protection en 7 phases pour atténuer et réduire les cybermenaces. Selon Lockheed Martin, qui est la première entreprise américaine et mondiale de défense et de sécurité, les cyberattaques pourraient se produire en 7 phases différentes, de la reconnaissance à la réalisation finale de l'objectif. Une compréhension de la méthodologie Cyber Kill Chain aide les professionnels de la sécurité à tirer parti des contrôles de sécurité à différentes étapes d'une attaque et les aide à prévenir l'attaque avant qu'elle ne réussisse. Elle permet également de mieux comprendre les phases d'attaque, ce qui aide à comprendre à l'avance les tactiques techniques et procédures de l'adversaire. Nous allons voir à présent les différentes phases incluses dans la méthodologie Cyber Kill Chain. La première phase, c'est la reconnaissance. Un adversaire effectue une reconnaissance pour collecter autant d'informations que possible sur la cible afin de sonder les points faibles avant de procéder à l'attaque réelle. Il recherche des informations telles que des informations accessibles au public sur Internet, des informations sur le réseau, des informations sur le système et les informations organisationnelles de la cible. En effectuant une reconnaissance à travers différents niveaux de réseau, l'adversaire peut obtenir des informations telles que des blocs réseau, des adresses IP spécifiques et les informations sur les employés. Les activités de l'adversaire pendant la phase de reconnaissance. Nous avons la collecte d'informations sur l'organisation cible en recherchant sur Internet ou via l'ingénierie sociale. Effectuer une analyse de diverses activités en ligne et des informations accessibles au public. La collecte d'informations à partir de sites de réseaux sociaux et de sites web. Obtenir des informations sur les sites web visités. Suivi et analyse du site web de l'organisation cible. Exécution du footprint OIS, DNS et réseau. Effectuer une analyse pour identifier les ports et services ouverts. La phase d'armement. L'adversaire analyse les données collectées à l'étape précédente pour identifier les vulnérabilités et les techniques qui peuvent exploiter et obtenir un accès non autorisé à l'organisation cible.
Sur la base des vulnérabilités identifiées lors de l'analyse, l'adversaire sélectionne ou crée un payload qu'on appelle une charge utile malveillante, livrable, personnalisée, appelée arme malveillante d'accès à distance à l'aide d'un exploit et d'une porte dérobée pour l'envoyer à la victime. Un adversaire peut cibler des périphériques réseaux spécifiques, des systèmes d'exploitation, des périphériques d'extrémité ou même des individus au sein de l'organisation pour mener à bien leur attaque. Par exemple, l'adversaire peut envoyer un email de phishing à un employé de l'organisation cible qui peut inclure une pièce jointe malveillante telle qu'un virus ou un vers qui, une fois téléchargé, installe un backdoor ou une porte dérobée sur le système qui permet un accès à distance à l'adversaire. Voici les activités de l'adversaire pendant la phase d'armement. Identifier la charge utile, payload, de malware approprié sur la base de l'analyse, créer une nouvelle charge utile de malware ou sélectionner, réutiliser, modifier les charges utiles de malware disponibles en fonction de la vulnérabilité identifiée. La création d'une campagne d'email de phishing, mettre en profit des kits d'exploitation et des botnets. La phase de livraison. L'étape précédente comprenait la création d'une arme. Sa charge utile est transmise à la ou aux victimes visées sous forme de pièces jointes via un email, via un lien malveillant sur des sites web ou via une application web vulnérable ou une clé USB. Les activités de l'adversaire lors de la phase de livraison. Nous avons l'envoi d'emails de phishing aux employés de l'organisation cible, la distribution des clés USB contenant un payload malveillant aux employés de l'organisation cible, effectuer des attaques telles que des attaques de points d'eau ou encore appelées watering hole sur le site web compromis. Implémentation de divers outils de piratage contre les systèmes d'exploitation, les applications et les serveurs de l'organisation cible. La phase d'exploitation. Une fois l'arme transmise à la victime visée, le code malveillant de l'adversaire se déclenche pour exploiter une vulnérabilité dans le système d'exploitation, l'application ou le serveur d'un système cible. À ce stade, l'organisation peut faire face à des menaces telles que des attaques d'authentification et d'autorisation, l'exécution de codes arbitraires, des menaces de sécurité physique et une mauvaise configuration de sécurité. Les activités de l'adversaire lors de la phase de l'exploitation. Nous avons exploité les vulnérabilités logicielles ou matérielles pour accéder à distance au système cible. La phase d'installation. L'adversaire télécharge et installe davantage de logiciels malveillants sur le système cible pour maintenir l'accès au réseau cible pour une longue durée. Il peut utiliser l'arme pour installer une porte dérobée pour obtenir un accès à distance. Après l'injection du code malveillant sur un système cible, l'adversaire acquiert la capacité de propager l'infection à d'autres systèmes d'extrémité du réseau. De plus, l'adversaire tentera de cacher la présence d'activités malveillantes au contrôle de sécurité, comme les pare-feux, en utilisant diverses techniques telles que le cryptage ou le chiffrement. Voici les activités de l'adversaire lors de la phase d'installation. Téléchargement et installation de logiciels malveillants tels que des portes dérobées, obtenir un accès à distance au système cible, mettre en profit diverses méthodes pour garder la porte dérobée cachée et, en cours d'exécution, maintenir ou garder l'accès au système cible. La phase de commande et de contrôle. L'adversaire crée un canal de commande et de contrôle qui établit une communication bidirectionnelle entre le système de la victime et le serveur contrôlé par l'adversaire pour communiquer et transmettre des données dans les deux sens. Les adversaires mettent en œuvre des techniques telles que le cryptage ou le chiffrement pour masquer la présence de tels canaux. Voici les activités de l'adversaire lors de la phase de commande et de contrôle.
établissement d'un canal de communication bidirectionnel entre le système de la victime et le serveur contrôlé par l'adversaire, mettre en profit des canaux tels que le trafic web, la communication par courrier électronique, email et les messages DNS. Application des techniques d'escalade de privilèges. Cacher toute preuve de compromission à l'aide de techniques telles que le cryptage. La dernière phase qui est l'action sur les objectifs. À ce niveau, l'adversaire contrôle le système de la victime depuis un endroit lointain et atteint finalement ses objectifs. L'adversaire accède à des données confidentielles, perturbe les services ou le réseau, ou détruit la capacité opérationnelle de la cible en accédant à son réseau et en compromettant davantage de systèmes. De plus, l'adversaire peut l'utiliser comme point de lancement pour effectuer d'autres attaques. Nous allons à présent passer au deuxième point du chapitre 2, les tactiques, techniques et procédures. Les termes tactiques, techniques et procédures font référence aux modèles d'activité et de méthodes associées aux acteurs ou groupes d'acteurs de menaces spécifiques. Les tactiques, techniques et procédures, encore appelées TTP, sont utiles pour analyser les menaces et le profilage des acteurs de menaces et peuvent en outre être utilisées pour renforcer l'infrastructure de sécurité d'une organisation. Le mot tactique est défini comme une directive qui décrit la façon dont un attaquant exécute son attaque du début à la fin. Le mot technique est défini comme les méthodes techniques utilisées par un attaquant pour obtenir des résultats intermédiaires lors de son attaque. Enfin, le mot procédure est défini comme l'approche organisationnelle suivie par les acteurs de menace pour lancer leur attaque. Afin de comprendre et de se défendre contre les acteurs de menace, il est important de comprendre les TTP utilisés par les adversaires. Comprendre les tactiques d'un attaquant permet de prédire et détecter l'évolution des menaces dès les premiers stades. Comprendre les techniques utilisées par les attaquants permet d'identifier les vulnérabilités et de mettre en place des mesures défensives à l'avance. Enfin, l'analyse des procédures utilisées par les attaquants permet d'identifier ce que l'attaquant recherche dans l'infrastructure de l'organisation cible. Les organisations doivent comprendre les TTP pour protéger leur réseau contre les acteurs de menace et les attaques à venir. Les TTP permettent aux organisations de stopper les attaques au stade initial, protégeant ainsi le réseau contre les dommages massifs. Les tactiques décrivent la façon dont l'acteur de menace opère au cours des différentes phases d'une attaque. Cette directive comprend les différentes tactiques utilisées pour collecter des informations pour l'exploitation initiale, effectuer une escalade de privilèges et un mouvement latéral et déployer des mesures pour l'accès permanent au système et à d'autres fins. Une organisation peut déterminer le profilage des acteurs de menace en fonction des tactiques qu'ils utilisent. Il s'agit de la manière dont ils collectent des informations sur une cible, des méthodes qu'ils suivent pour la compromission initiale et du nombre de points d'entrée qu'ils utilisent lorsqu'ils tentent d'entrer dans le réseau cible. Par exemple, pour obtenir des informations, certains acteurs de menace dépendent que des informations disponibles sur Internet, tandis que d'autres peuvent effectuer une ingénierie sociale ou utiliser des contacts ou relations dans des organisations intermédiaires. Une fois que des informations telles que les adresses e-mail des employés de l'organisation cible sont collectées, les acteurs de menace choisissent d'approcher la cible un par un ou en groupe. En outre,
La charge utile conçue par les attaquants peut rester constante du début à la fin de l'attaque ou peut être modifiée en fonction de l'individu ciblé. Par conséquent, pour mieux comprendre les acteurs de menace, les tactiques utilisées au début d'une attaque doivent être correctement analysées. Une autre méthode d'analyse des acteurs de menace ou encore appelés des groupes APT consiste à inspecter l'infrastructure et les outils utilisés pour effectuer leur attaque. Par exemple, pensez à établir un canal de commande et de contrôle sur les serveurs contrôlés par l'attaquant. Pour lancer une attaque avec succès, les acteurs de menace utilisent plusieurs techniques lors de son exécution. Ces techniques comprennent l'exploitation initiale, la mise en place et le maintien des canaux de commande et de contrôle, l'accès à l'infrastructure cible et la couverture des traces d'exfiltration des données. Les techniques suivies par l'acteur de menace pour mener une attaque peuvent varier, mais elles sont pour la plupart similaires et peuvent être utilisées pour le profilage. Par conséquent, la compréhension des techniques utilisées dans les différentes phases d'une attaque est essentielle pour analyser efficacement les groupes de menaces. Les techniques peuvent également être analysées à chaque étape du cycle de vie de la menace. Par conséquent, les techniques au stade initial décrivent principalement les outils utilisés pour la collecte d'informations et l'exploitation initiale. Les techniques utilisées à cette étape ne doivent pas nécessairement avoir un aspect technique. Par exemple, en ingénierie sociale, certains outils logiciels non techniques sont utilisés comme moins efficaces de collecte d'informations. Un attaquant peut utiliser de tels outils pour obtenir les adresses e-mail des employés de l'organisation cible via des ressources accessibles au public. De la même manière, une ingénierie sociale purement humaine peut être utilisée pour réaliser l'exploitation initiale. Par exemple, considérons un scénario où la victime est trompée via un appel téléphonique pour révéler ses informations de connexion d'accès au réseau interne de l'organisation cible. Ces techniques sont utilisées dans la phase initiale d'une attaque pour recueillir des informations sur la cible et briser la première ligne de défense. Les techniques utilisées dans les étapes intermédiaires d'une attaque dépendent principalement des outils techniques permettant d'élever initialement les privilèges sur les systèmes compromis ou d'effectuer des mouvements latéraux au sein du réseau de l'organisation cible. À ce stade d'une attaque, les attaquants utilisent divers exploits ou abusent des vulnérabilités de configuration sur le système cible. Ils peuvent également exploiter les failles de conception du réseau pour accéder à d'autres systèmes du réseau. Dans tous ces cas, des exploits ou un ensemble d'outils permettent à l'attaquant de réussir une attaque. Dans ce scénario, le terme technique est l'ensemble des outils et la manière dont ils sont utilisés pour obtenir des résultats intermédiaires lors d'une campagne d'attaque. Les techniques de la dernière étape d'une attaque peuvent avoir des aspects à la fois techniques et non techniques. Dans de tels scénarios, les techniques utilisées pour le vol de données sont généralement basées sur la technologie de réseau et le cryptage. Par exemple, les acteurs de menace cryptent les fichiers volés, les transfèrent via le canal de commande et de contrôle établi et les copient sur leur propre système. Après avoir exécuté avec succès l'attaque et transféré les fichiers, l'attaquant suit certaines techniques purement techniques pour couvrir ces traces. Ils utilisent des outils logiciels automatisés pour effacer les fichiers journaux afin d'éviter la détection. Après avoir regroupé les techniques utilisées à toutes les étapes d'une attaque, l'organisation peut utiliser les informations pour le profilage des acteurs de menace. Afin de faire une attribution précise des acteurs de menace, l'organisation doit observer toutes les techniques utilisées par ses adversaires.
Les procédures impliquent une séquence d'actions exécutées par les acteurs de menace pour exécuter différentes étapes du cycle de vie d'une attaque. Le nombre d'actions diffère généralement en fonction des objectifs de la procédure et du groupe d'acteurs de menace. Un acteur de menace avancé utilise des procédures avancées qui consistent en plus d'actions qu'une procédure normale pour obtenir le même résultat intermédiaire. Ceci est fait principalement pour augmenter le taux de réussite d'une attaque et diminuer la probabilité de détection par les mécanismes de sécurité. Par exemple, dans une procédure de base de collecte d'informations, un acteur collecte des informations sur l'organisation cible. Il identifie les cibles clés, les employés, recueille leurs coordonnées, identifie les systèmes vulnérables et les points d'entrée potentiels vers le réseau cible et documente toutes les informations collectées. Les actions ultérieures d'un adversaire dépendent des tactiques utilisées. Ces actions comprennent des recherches approfondies et une collecte répétée d'informations pour collecter des informations approfondies et à jour sur les individus cibles via des sites de réseaux sociaux. Ces informations peuvent aider les acteurs de menace à effectuer du spear phishing, qui est une escroquerie par email ou par communication électronique visant une personne, une organisation ou une entreprise en particulier, bien que souvent destinée à voler des données à des fins malveillantes. À surveiller les contrôles de sécurité pour identifier les exploits 0D dans les systèmes cibles et d'autres tâches. Une compréhension et une analyse appropriée des procédures suivies par certains acteurs de menace lors d'une attaque aide les organisations à dresser le profil d'un acteur de menace. Au stade initial d'une attaque, comme lors de la collecte d'informations, l'observation de la procédure du groupe d'acteurs de menace est difficile. Cependant, les étapes ultérieures d'une attaque peuvent laisser des traces qui peuvent être utilisées pour comprendre les procédures suivies par l'attaquant. À présent, nous allons passer au troisième point du chapitre 2, l'identification comportementale de l'adversaire. L'identification comportementale de l'adversaire implique l'identification des méthodes ou techniques couramment suivies par un adversaire pour lancer des attaques sur ou pénétrer le réseau d'une organisation. Elle donne aux professionnels de la sécurité un aperçu des menaces et des exploits à venir. Elle les aide à planifier l'infrastructure de sécurité du réseau et à adapter une gamme de procédures de sécurité comme prévention contre diverses cyberattaques. Nous allons voir certains des comportements de l'adversaire qui peuvent être utilisés pour améliorer les capacités de détection des dispositifs de sécurité. La reconnaissance interne. Une fois que l'adversaire est à l'intérieur du réseau cible, il applique diverses techniques et méthodes pour effectuer une reconnaissance interne. Cela inclut l'énumération des systèmes, des ordres, des processus, l'exécution de diverses commandes pour trouver des informations telles que le contexte de l'utilisateur local et la configuration du système, le nom d'hôte, les adresses IP, les systèmes distants actifs et les programmes exécutés sur les systèmes cibles. Les professionnels de la sécurité peuvent surveiller les activités d'un adversaire en recherchant des commandes inhabituelles exécutées dans les scripts Batch et PowerShell et en utilisant des outils de capture de paquets. L'utilisation de PowerShell. PowerShell peut être utilisé par un adversaire comme un outil pour automatiser l'exfiltration des données et lancer d'autres attaques.
Pour identifier l'utilisation abusive de PowerShell sur le réseau, les professionnels de la sécurité peuvent consulter les journaux de transcription PowerShell ou les journaux d'événements Windows. La chaîne d'agents utilisateurs et les adresses IP peuvent également être utilisées pour identifier les hôtes malveillants qui tentent d'exfiltrer des données. Les activités de proxy non spécifiées. Un adversaire peut créer et configurer plusieurs domaines pointant vers le même hôte, lui permettant ainsi de basculer rapidement entre les domaines pour éviter qu'on le détecte. Les professionnels de la sécurité peuvent trouver des domaines non spécifiés en vérifiant les flux de données générés par ces domaines. Grâce à ce flux de données, les professionnels de la sécurité peuvent également trouver les fichiers malveillants téléchargés et la communication non sollicitée avec le réseau extérieur en fonction des domaines. L'utilisation de l'interface de ligne de commande. Lors de l'accès au système cible, un adversaire peut utiliser l'interface de ligne de commande pour interagir avec le système cible. Il peut aussi parcourir les fichiers, lire et modifier le contenu d'un fichier, créer de nouveaux comptes, se connecter au système distant et télécharger et installer du code malveillant. Les professionnels de la sécurité peuvent identifier ce comportement d'adversaire en vérifiant les journaux pour l'ID de processus, les processus contenant des lettres et des chiffres arbitraires et des fichiers malveillants téléchargés à partir d'Internet. Agent utilisateur HTTP. Dans une communication HTTP, le serveur identifie le client HTTP connecté à l'aide du champ agent utilisateur. Un adversaire modifie le contenu du champ agent utilisateur HTTP pour communiquer avec le système compromis et pour mener d'autres attaques. Par conséquent, les professionnels de la sécurité peuvent identifier cette attaque à un stade initial en vérifiant le contenu du champ de l'agent utilisateur. Serveur de commande et de contrôle. Les adversaires utilisent des serveurs de commande et de contrôle pour communiquer à distance avec les systèmes compromis via une session cryptée ou chiffrée. En utilisant ce canal crypté, l'adversaire peut voler des données, supprimer des données et lancer d'autres attaques. Les professionnels de la sécurité peuvent détecter les hôtes ou les réseaux compromis en identifiant la présence d'un serveur de commande et de contrôle, en suivant le trafic réseau pour les tentatives de connexion sortantes, les ports ouverts indésirables et d'autres anomalies. L'utilisation du DNS tunneling. Les adversaires utilisent le DNS tunneling pour masquer le trafic malveillant dans le trafic légitime transporté par les protocoles courants utilisés sur le réseau. À l'aide du DNS tunneling, un adversaire peut également communiquer avec le serveur de commande et de contrôle, contourner les contrôles de sécurité et effectuer une exfiltration de données. Les professionnels de la sécurité peuvent identifier le DNS tunneling en analysant les requêtes DNS malveillantes, la charge utile DNS, les domaines non spécifiés et la destination des requêtes DNS. L'utilisation de shell web. Un adversaire utilise un shell web pour pouvoir manipuler le serveur web en créant un shell dans un site web. Il permet à un adversaire d'accéder à distance aux fonctionnalités d'un serveur. À l'aide d'un shell web, un adversaire effectue diverses tâches telles que l'exfiltration de données, les transferts de fichiers et les téléchargements de fichiers. Les professionnels de la sécurité peuvent identifier le shell web s'exécutant sur le réseau en analysant l'accès au serveur, les journaux d'erreur, les chaînes suspectes indiquant le codage, les chaînes agents utilisateurs et d'autres méthodes.
Le data staging. Après une intrusion réussie dans le réseau d'une cible, l'adversaire utilise des techniques de data staging pour collecter et regrouper autant de données que possible. Les types de données collectées par un adversaire comprennent des données sensibles sur les employés et les clients, les tactiques commerciales d'une organisation, les informations financières et les informations sur l'infrastructure réseau. Une fois collectées, l'adversaire peut soit exfiltrer, soit détruire les données. Les professionnels de la sécurité peuvent détecter le data staging en surveillant le trafic réseau pour les transferts de fichiers malveillants, l'intégrité des fichiers et les journaux d'événements. À présent, nous allons passer au quatrième point, les indicateurs de compromission. Vous devez savoir que les cybermenaces évoluent constamment avec les nouvelles tactiques, techniques et procédures adaptées en fonction des vulnérabilités de l'organisation cible. Les professionnels de la sécurité doivent effectuer une surveillance continue des indicateurs de compromission pour détecter et répondre de manière efficace et efficiente aux cybermenaces en constante évolution. Les indicateurs de compromission sont les indices, les artefacts et les éléments de données d'investigation qui se trouvent sur le réseau ou le système d'exploitation d'une organisation qui indiquent une intrusion potentielle ou une activité malveillante dans l'infrastructure de l'organisation. Cependant, les UEC ne sont pas des renseignements. Les UEC agissent plutôt comme une bonne source d'informations sur les menaces qui servent de point de données dans le processus de renseignement. Des informations exploitables sur les menaces extraites des UEC aident les organisations à améliorer leur stratégie de gestion des incidents. Les professionnels de la cybersécurité utilisent divers outils automatisés pour surveiller les UEC afin de détecter et de prévenir diverses failles de sécurité dans l'organisation. La surveillance des UEC aide les équipes de sécurité à améliorer les contrôles et politiques de sécurité de l'organisation pour détecter et bloquer le trafic suspect afin de contrecarrer d'autres attaques. Pour surmonter les menaces associées aux UEC, certaines organisations comme le STIX et le TAX2 ont développé des rapports standardisés contenant des données condensées liées aux attaques et les ont partagées avec d'autres pour tirer parti de la réponse aux incidents. Un IEC ou un indicateur de compromission est un indicateur atomique, un indicateur calculé ou un indicateur comportemental. Ce sont les informations relatives aux activités suspectes ou malveillantes qui sont collectées auprès de divers établissements de sécurité dans l'infrastructure d'un réseau. Les indicateurs atomiques sont ceux qui ne peuvent pas être segmentés en plus petites parties et dont le sens n'est pas changé dans le cadre d'une intrusion. Des exemples d'indicateurs atomiques sont les adresses IP et les adresses email, les courriers électroniques. Les indicateurs calculés sont obtenus à partir des données extraites d'un incident de sécurité. Des exemples d'indicateurs calculés sont les valeurs de hachage et les expressions régulières. Les indicateurs comportementaux font référence à un groupement d'indicateurs atomiques et calculés combinés sur la base d'une certaine logique. Les professionnels de la cybersécurité doivent avoir une bonne connaissance des différents acteurs potentiels de menaces et de leurs tactiques liées aux cybermenaces, généralement appelés indicateurs de compromission IEC. Cette compréhension des IEC aide les professionnels de la sécurité
à détecter rapidement les menaces contre l'organisation et à protéger l'organisation contre l'évolution des menaces. À cet effet, les indicateurs de compromission sont divisés en 4 catégories. Nous avons les indicateurs d'email ou de courrier électronique. Les attaquants préfèrent généralement les services de messagerie pour envoyer des données malveillantes à l'organisation ou à l'individu cible. Ces emails d'ingénierie sociale sont préférés en raison de leur facilité d'utilisation et de leur anonymat comparatif. Les exemples d'indicateurs d'email incluent l'adresse email de l'expéditeur, l'objet de l'email et les pièces jointes ou les liens. Les indicateurs réseau, ou encore appelés les indicateurs de réseau, sont utiles pour la commande et le contrôle, la diffusion de logiciels malveillants et l'identification des détails sur le système d'exploitation, le type de navigateur et d'autres informations spécifiques à l'ordinateur. Des exemples d'indicateurs de réseau incluent les URL, les noms de domaine et les adresses IP. Les indicateurs basés sur l'hôte sont détectés en effectuant une analyse du système infecté au sein du réseau organisationnel. Les exemples d'indicateurs basés sur l'hôte incluent les noms de fichiers, les hashages de fichiers, les clés de registre, les DLL et le mutex. Les indicateurs comportementaux sont utilisés pour identifier un comportement spécifique lié à des activités malveillantes telles que l'injection du code dans la mémoire ou l'exécution des scripts d'une application. Des comportements bien définis permettent une protection étendue pour bloquer toutes les activités malveillantes actuelles et futures. Ces indicateurs sont utiles pour identifier quand est-ce des services systèmes légitimes sont utilisés pour des activités anormales ou inattendues. Des exemples d'indicateurs comportementaux incluent l'exécution de scripts PowerShell et l'exécution de commandes à distance. Voici quelques-uns des principaux indicateurs de compromission. Nous avons le trafic réseau sortant inhabituel, l'activité inhabituelle via un compte utilisateur privilégié, les anomalies géographiques, plusieurs échecs de connexion, du volume de lecture de la base de données, la grande taille de réponse HTML, plusieurs demandes pour le même fichier, trafic port application incompatible. Si une application utilise un port inhabituel qui prétend être un port d'application normale, cela indique un signe de compromission. Changement suspect de registre ou de fichier système, requête DNS inhabituelle, correctif inattendu des systèmes, signe d'activité de déni de service distribué, appelé DDoS, des paquets de données au mauvais endroit, trafic web avec un comportement surhumain. À présent, nous allons passer au chapitre 3, les concepts de hacking. Merci et à très bientôt.